Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est un nouvel épisode en duo qu'on vous propose aujourd'hui avec Laurie. Et je dois vous avouer que je suis un peu stressée parce que cet épisode est consacré aux questions qu'on nous pose le plus souvent. Et quand je dis souvent, c'est vraiment très souvent. Donc moi, je suis un peu stressée. Laurie, toi, t'es dans quel état d'esprit ? Ouais, écoute, moi, en fait, ça va. Je suis hyper contente de répondre à ces questions qu'on nous pose très souvent. En fait, je me fais une joie de partager tout ça et pour que tout le monde puisse le savoir aujourd'hui. Voilà, comme ça, on donne l'info et je trouve ça plutôt cool. Bon, comme ça, tout le monde saura que dans le micro, comme dans la vraie vie, Laurie est quand même souvent plus détendue que moi, beaucoup moins stressée dans la vie. C'est super, on est très complémentaires pour ça. Donc, écoute, si t'es cool, je vais peut-être baisser d'un étage moi aussi. Je vais me coolifier aussi. Non, mais ça va bien se passer, t'en fais pas. On va tout faire pour, mais on a dit qu'on répondait super honnêtement à toutes les questions. Non, moi je trouve ça chouette que ça suscite de la curiosité et je suis très contente d'y répondre aujourd'hui. C'est des questions qu'on a récoltées déjà parce que souvent en entretien on nous les pose. Puisque tu es détendue, c'est moi qui commence, c'est moi qui pose la première question. D'habitude, c'est plutôt moi qui t'ai envoyé en premier au casse-pipe quand on était petite. Ouais, c'est clair. Alors, en réalité, les deux questions qu'on nous pose le plus souvent, on a décidé de les garder pour la fin de cet épisode. Je vais te poser une des questions qu'on nous pose le plus, donc ça doit être en 3e position, la question. C'est comment vous est venue l'idée de My Marketing Experience ? Question facile, c'est bon, j'ai la réponse. My Marketing Experience, c'est une idée qui est née parce que Sandy et moi, quand on était salariés, parce que oui, on a eu une expérience de salarié, plusieurs d'ailleurs expériences de salariés toutes les deux. Quand on était salariés, on nous demandait, on était souvent sollicités pour intervenir auprès d'entreprises qu'on connaissait, on va dire de notre réseau, pour des missions ponctuelles, notamment en marketing digital. Alors maintenant, il y a prescription, on peut le dire, c'était des missions qu'on nous proposait au black, on va dire. Oui, au black. Ça va. Oui. Bon, c'est pas grave, de toute façon. On s'est pas fait un empire avec ces missions-là. Non, ça n'a pas payé nos piscines. D'ailleurs, on n'a toujours pas de piscine. C'est comme on nous demandait régulièrement. En fait, il y a un soir de mars 2009, il me semble, où Sandy, je pense qu'elle avait encore eu une demande pour une mission ponctuelle à côté de son travail de salarié. Et puis, elle s'est dit qu'il y avait un business à faire. Donc, elle a débarqué chez moi un soir de mars 2009. Elle a débarqué chez moi. Je me souviens, on n'habitait pas très loin à l'époque. Ça s'est passé sur le pas de la porte. Elle est même pas rentrée chez moi. Et elle m'a dit, écoute, j'ai encore eu une demande, une proposition pour une mission à côté de mon taf. Je pense qu'il y a vraiment un business à faire et je voudrais qu'on se penche sur une entreprise, une agence d'externalisation marketing, c'est-à-dire faire ça pour plusieurs entreprises en même temps, parce qu'il y a clairement une opportunité à saisir. Et du coup, comment tu t'es sentie quand je t'ai dit ça sur le pas de la porte ? Genre, t'étais peut-être en train de faire autre chose. Comment t'as réagi ? Parce que moi, je l'ai vu de l'extérieur, mais toi, je t'ai jamais posé cette question en vrai. La première chose que je pensais, c'est punaise, qu'est-ce qu'elle est relou encore avec ses idées. Je rigole. Non, je rigole. Je me souviens que j'étais hyper détendue. Comme je dois dire que je pense comme toi, je commençais à m'ennuyer dans mon travail salarié. Je me suis dit ah ouais, cool, ça a l'air chouette. Ouais, ok. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Je crois que je l'ai pris vraiment à la cool et peut-être qu'au début, c'est pas que je l'ai pas pris sérieusement, mais c'était pas encore très concret et que c'est quand on a commencé à travailler sur notre business plan pour pouvoir présenter ce concours de création d'entreprise
qui était organisé par la Jeune Chambre économique, que c'est devenu progressivement un peu concret, tu vois, comme un peu comme une grossesse. Et au début, tu crois pas trop, tu dis ah ouais c'est cool, et puis en fait finalement c'est au fur et à mesure que ça avance que tu te rends compte. Je pense que ça a mûri, et puis qu'au fur et à mesure qu'on franchissait les étapes, c'est vraiment devenu concret. Donc toujours beaucoup d'excitation, et puis un petit peu de peur quand même aussi. Donc on a présenté ce concours, je m'en souviens très bien, qu'on a remporté, et on a remporté un prix financier qui nous a permis de rapidement créer la société, puisque c'était en décembre qu'on a gagné le concours. On a eu nos premiers clients genre 2 semaines plus tard, et la société a été créée quelques semaines après. Donc finalement, en 1 an, même pas, en 9 mois, tout s'est enchaîné, et la société est née. Ouais, t'imagines, 9 mois plus tard, on avait nos premiers clients. Mais on était toujours salariés, je tiens à préciser. Et en fait, c'est vrai que ce parallèle avec la grossesse, c'était pas dénué de sens, parce que en même temps qu'on a créé ce projet, on va dire un peu légèrement décalé, mais au moment où on a présenté le concours de création d'entreprise, j'ai appris que j'étais enceinte de mon premier enfant. Et les deux, finalement, ont continué, l'idée et le bébé ont mûri ensemble. Et l'entreprise est née en avril 2010, et quelques semaines plus tard, donc moi, j'ai eu mon premier enfant. Ce qui fait que l'entreprise, moi, je me suis vraiment consacrée à My Marketing Experience, qui à la base était My Marketing Manager quand on l'a créé, juste après mon congé maternité. Donc on peut le dire en fait, Laurie, un matin je crois, décembre. Ouais, décembre ou janvier, je suis allée voir mon employeur, et j'ai dit le même jour à mon employeur de l'époque que j'étais enceinte, que j'avais gagné un concours de création d'entreprise, que je montais mon entreprise donc, et que à la fin de mon congé maternité, j'allais démissionner. Donc c'était hyper impressionnant sur le coup, mais moi je me mets à sa place. Finalement, c'était pas si inconfortable, parce que je suis partie quand même 6 mois plus tard. Donc je l'ai aidé à recruter ma remplaçante, ou mon remplaçant, je sais plus qui c'était. Donc finalement, c'était pas pris au dépourvu non plus, et j'ai pu faire les deux en même temps, et me consacrer à la fois à l'un et à l'autre. Et moi, de mon côté, j'ai tout de suite dit à mon employeur que j'avais gagné le concours. Bon, de toute façon, c'était dans les médias, donc forcément, il allait le voir. Et qu'on montait notre société, je l'ai pas du tout caché. Et c'était OK, il n'y avait pas de souci. Il n'y a pas eu d'histoire tant que je continue de faire bien mon boulot. Il n'y avait pas de problème pour que je continue à côté d'avoir une activité parallèle. Mais je pense que souvent, autour de moi, on me dit comment t'as fait, ou vous étiez pas trop stressé. Je pense qu'on s'en fait toute une montagne, mais que en général, ça se passe pas si mal, je trouve, quand on dit qu'on a un business à côté, ou qu'on a une idée de business. Je pense que à partir du moment où on est clair et transparent, en tout cas, ça devrait bien se passer. Et pour nous, je suis contente, parce que tout s'est bien passé. En vrai, moi, je me souviens quand même de cette nuit qui a suivi l'annonce des gagnants, enfin du gagnant, et c'était nous. Et là, tu te dis, ah ouais, alors en fait, du coup, c'est pour de vrai. On a gagné. On n'a pas vraiment d'excuses pour pas le faire. On se prend 20 000 euros au passage, donc c'est même pas le truc de j'ai pas d'argent. T'as même pas cette excuse pour derrière laquelle te cacher. Et tu te dis, mais si je le fais pas, je suis trop conne. Mais en même temps, je suis un peu morte de peur. Moi, j'avoue, j'ai c'est genre je peux plus me dégonfler, quoi. Non, moi non plus, j'ai pas dormi. Je me souviens que j'avais presque pas dormi cette nuit-là. Je pense que c'était beaucoup de choses, l'excitation, tout ça. Mais finalement, je crois qu'un pas après l'autre, sans trop réfléchir, on a avancé, quoi. Moi, personnellement, 2 semaines après avoir gagné le concours, quand on est allé rencontrer ceux qui allaient devenir nos premiers clients, je dois dire que j'étais un peu en PLS quand même. Ah oui, c'est drôle, parce que moi, pas du tout, pour le coup. Moi, j'étais hyper stressée. Et en plus, j'avais peur qu'ils découvrent que j'étais enceinte. Quand j'y pense, c'est complètement débile maintenant. Et je me souviens, quand on est rentré de ce rendez-vous, et que on était dans la voiture, on s'est dit, en fait, maintenant, ça y est, on a des clients, parce qu'ils nous avaient dit oui. Je me souviens qu'on s'est mis à crier dans la voiture, et que tu me disais, c'est bon, on y va, et tu fermes pas les yeux. On ferme pas les yeux. Oui, je pense qu'il n'y avait pas le choix. En plus, moi, je conduisais, donc je pouvais pas fermer les yeux à ce moment-là. Oui, c'est un truc qui est resté. C'est un truc qui est resté à chaque période où il se passe quelque chose de super important, et on doit y aller et prendre un risque. C'est vas-y, on fonce, et on ferme pas les yeux. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, tu sais quoi, on va faire une inscription comme ça dans notre bureau. Je le sens bien. Je te laisse faire. La déco, c'est ton truc. Alors, pour le coup, je conclus. En réalité, c'est Sandy qui a eu l'idée de My Marketing Experience. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde le saura. Ça veut pas dire que je vais pas partir l'aventure, mais à la base, la petite graine, c'est Sandy qui l'a plantée. Elle aurait sûrement pas poussé si ça n'avait pas été là. Donc, elle n'aurait pas germé sans moi, bien évidemment. Exactement. Oh, c'est la séquence émotion de My Marketing Podcast. Sortez les mouchoirs. Une autre question qu'on nous pose hyper souvent, c'est comment est-ce qu'on organise nos journées? Et du coup, j'enchaîne avec la question parallèle, c'est comment on communique entre nous.
Alors, je peux juste dire que c'est pas par télépathie, contrairement à ce que certaines personnes pourraient envisager. Je te laisse Arrête de répondre. spoiler, arrête de spoiler. Bien sûr que c'est de la télépathie tout le temps. Non, ce serait pas mal. Ceci dit, Ça serait cool. vu mon débit de pensée, je pense que tu serais vachement polluée. J'allais dire la même chose. J'ai Voilà, déjà donc resté c'est avec mes pensées. Si je dois en plus avoir les tiennes, je pense que ça risque d'être très compliqué. on va déjà que c'est le bordel sur Slack. Imagine si on était vraiment télépathe. Alors, comment on est organisé? C'est rigolo que ce soit moi qui réponde à cette question parce que je pense vraiment pas être la plus organisée des deux, mais c'est un bel exercice. Non, je te demande pas comment est organisée la société, hein. Comment sont organisées nos journées. Reste sur le sujet. Chaque journée se ressemble pas. On n'a pas une grille où c'est de telle heure à telle heure, c'est ça, telle heure à telle heure, c'est ça. Mais il y a quand même des, comme disent les anglo-saxons, des patterns, des sortes de rythmes qui peuvent se retrouver. Donc pour ça, Laurie et moi, je pense que je peux parler pour toi, on a un peu le même, appelons-le biorhythme. Et puis, il y a le biorhythme et puis il y a les contraintes personnelles, parce qu'on ne peut pas forcément suivre toujours son rythme. Donc, on commence en général les journées par les phases de... On va essayer de faire plutôt du deep work le matin. On est d'accord, Laurie, dans la mesure du possible. Ouais, deep work, c'est pour ceux qui savent pas. Alors, deep work, c'est tout le travail qui va nécessiter de la concentration. Il faut savoir qu'on n'a pas une grosse dotation en capacité de concentration avec Laurie. Donc, on essaye d'utiliser au maximum les périodes où on est plus disposé à être concentré. Et clairement, c'est le matin. C'est le matin, ça ne veut pas dire qu'on est au bureau, mais le matin, on va se consacrer à ces tâches. Et comment ça se passe l'après-midi, du coup? L'après-midi, en général, on a des rendez-vous clients où on va pouvoir animer des sessions de travail ou faire des points, des meetings, ou également tout ce qui est premier rendez-vous de prospection, rendez-vous découverte. Ça, c'est ce qui est consacré l'après-midi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, toi comme moi, je pense qu'on est d'accord, on arrête de travailler assez tôt pour la majeure partie des gens, puisqu'en général, après 6 heures, c'est terminé. Mais, attendez, je vais quand même mettre un mais, c'est que généralement, on reprend le travail en fin de journée. On fait partie de ces gens-là qui ont cette habitude. Alors, je sais que c'est décrié sur LinkedIn, on va te dire « Ah, c'est pas bien ». Il y a ce qui est pas bien pour les autres et il y a ce qui est bien pour soi-même. On ne travaille pas 25 heures par semaine. On n'est pas encore sur la semaine de 4 jours. On est plutôt sur 4 jours et demi. Le mercredi après-midi, en général, on est off. Enfin, du moins, on est off. On ne travaille pas d'un lieu fixe. Voilà, on se débrouille pour essayer de travailler en général. Moi, je suis pas disponible le mercredi après-midi. J'essaye de pas l'être. Et après, si on a besoin d'avoir des rendez-vous ou de s'accorder du temps dans la semaine parce qu'on veut faire quelque chose qui sera pas professionnel, moi, je sais que j'ai enfin perdu mes vieux réflexes de salarié qui m'ont poursuivi pendant de longues années. Et si j'ai besoin de me prendre un rendez-vous en plein milieu de l'après-midi pour X ou Y raison ou parce qu'il n'y a pas d'autre disponibilité, et ben, je le prendrai à ce moment-là. Et le vendredi, ça, c'est quand même un truc que moi, je réussis plutôt bien. Et je pense que toi aussi. Le vendredi, on essaye de pas avoir de rendez-vous client. C'est plutôt une journée qui est consacrée à My Marketing Experience. Que ce soit de la formation, Laurie, toi, tu ne travailles pas forcément sur les mêmes choses que moi, mais moi, du coup, je vais me consacrer au marketing, à de la communication, simplement à explorer de nouvelles idées aussi. Et en général, je finis assez tôt le vendredi parce que j'ai remarqué que j'étais vraiment pas du tout productive le vendredi après-midi. Donc, c'est pas la peine de forcer parce que faire du présentéisme, c'est pas non plus un truc... je vois pas du tout l'intérêt. Donc, en général, moi, à partir de 15h le vendredi, c'est fini, j'arrête. Et je crois que toi aussi, d'ailleurs. 15 heures? Ah, attends, t'abuses. Ah ouais? Alors, du coup, Non, tout le monde va se demander, mais comment elle sait pas ça? C'est que souvent, le vendredi, on ne se voit pas. Parce que dans notre mode d'organisation, on a un bureau, qui a 3 postes de travail d'ailleurs, plus un joli canapé. Mais on n'est pas du tout tous les jours au bureau. C'est très rare qu'on soit une journée complète, même au bureau, parce qu'on a tendance à optimiser tous nos déplacements. J'en avais fait un post LinkedIn d'ailleurs, ce qui veut dire que si dans une journée, j'ai besoin, ou Laurie a besoin de travailler chez elle, parce qu'après elle a un rendez-vous perso ou pro pas loin, et ben en fait, on va juste choisir l'option qui va minimiser le temps de déplacement. Je dirais que dans une semaine, c'est 50% à la maison, 50% au bureau. Et si j'ai besoin d'être plus au bureau, j'augmente. Et si j'ai besoin d'être moins au bureau, je vais plutôt rester chez moi. Mais il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Le télétravail, nous, c'est depuis le départ, quoi. Je pense que tu touches de doigt un truc qui est hyper important dans notre organisation et notre façon de faire, c'est qu'on a toujours cherché à optimiser nos efforts et rationaliser nos efforts. C'est-à-dire que c'est un peu le mode... moi, j'appelle ça le mode feignasse. Mais je pense que
rationaliser les efforts, c'est-à-dire ne pas se forcer à aller au bureau si ça va nous faire un grand détour derrière, juste pour être présente et être ensemble physiquement pour travailler. Et ça n'a aucun intérêt, étant donné qu'à côté de ça, on a mis en place des moyens de communication qui nous permettent vraiment de travailler à distance ensemble tout en étant aussi performantes. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Entre nous et avec nos clients, finalement, je dis pas que c'est pareil, mais c'est assez similaire, puisque nos clients ne sont pas à côté de nous pour la plupart. Il y en a certains qui sont à proximité et on les voit, mais c'est même pas dit. Et puis la plupart de nos clients sont pas du tout à côté de là où on vit et là où on travaille. Donc on est obligé d'utiliser beaucoup de visio, puisqu'on se déplace très peu, c'est excessivement rare. Donc c'est pareil, Laurie, enfin toi et moi, c'est pareil. On utilise beaucoup la visio par Slack. Donc quand on a besoin de faire des meetings, on le fait par Slack. Et quand je dis beaucoup, en fait, c'est pas vrai, c'est pas souvent. On peut faire des points très rapides et très brefs de 5 minutes pour aller plus vite. Mais généralement, Slack, on l'utilise exclusivement comme messagerie professionnelle pour se faire passer des informations dans les différents canaux qu'on utilise. Je présente pas Slack parce que la plupart des gens l'utilisent. Mais voilà, on a, comme beaucoup, des canaux dédiés par thématique et on les utilise pour se faire passer des informations. Par contre, on n'utilise pas du tout le mail. C'est rare, c'est vrai qu'on ne s'envoie pas trop de mails. Ah non, entre nous, on s'envoie très rarement des mails. On a C'est réduit vraiment... quand même. Avant, on s'en envoyait pas mal, mais là, plus trop. Et on utilise énormément WhatsApp, pro et perso. Des fois, quand je regarde le truc, je fais oh waouh, on va faire exploser WhatsApp. On utilise beaucoup de messages vocaux. Alors, évidemment, des messages vocaux pour quelque chose de fluide, pas pour s'envoyer un lien ou pour se dire un rappel de quelque chose. Ça, on fonctionne pas comme ça. Pour les rappels, on utilise un agenda partagé. Dieu bénisse les agendas partagés. Ça, c'est parce qu'on a on a la suite Google, donc on a tout partagé. J'ai une vue sur ton agenda, tu as une vue sur le mien. Et puis après, on a un environnement qui est partagé. On a aussi un Notion partagé. Et depuis récemment, on a un petit outil qui est vachement sympa le matin. Bah, vas-y, je te laisse les présenter. Tu sais quoi? Finis ma question. Ah, Andy. Ça aussi, c'est une technique que tu m'as piquée, que j'utilisais à l'école, de te faire intervenir pour moi. Ouais, mais c'est Stand Up Alice. C'est un petit bot qui déclenche un message automatique tous les matins à 8h30, si je ne me trompe pas. Via Slack, c'est important de le dire que c'est via Slack. Via Slack, donc dans nos messageries Slack, on reçoit toutes les 2 3 questions. C'est qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quels sont les blocages, s'il y en a? Et en fait, ça permet tous les jours de se tenir au courant de ce que chacune on est en train de faire, parce que c'est vrai qu'on s'était aperçu qu'il y avait des fois où on pouvait partager le même bureau ou même voilà, se parler régulièrement, mais il y avait des infos qu'on zappait. Donc là, ça permet de faire un petit reminder tous les jours. Et je dois dire que ça fait quelques semaines qu'on l'a mis en place et je trouve ça plutôt pratique. Ouais, moi j'adore. Franchement, j'adore ce truc. Je trouve ça génial. C'est hyper facile, hyper rapide. Tu peux faire ça en 2 minutes. C'est des bullet points, évidemment. On fait pas un truc hyper chiadé. Et le dernier, je voudrais mentionner un dernier truc qu'on fait pour notre organisation. 2 derniers trucs. Le premier, c'est que même si on utilise beaucoup les communications digitales, les WhatsApp et tout ça, on fait quand même des fois des meetings physiques. Je dirais même pas une fois par semaine, mais par contre, on s'astreint à ce qu'ils soient rapides. Donc, ça peut être un meeting en voiture, par exemple, si on va quelque part, ça va durer 20 minutes, on le fait rapidement. Cet hiver, on a fait un meeting sur le télésiège. On va dire, ça fait quoi un truc de télésiège? Ça fait quoi, 8 minutes, 7 minutes? C'est hyper rapide. Mais comme ça, on est obligé d'être ultra efficace et on se dit, on doit avoir pris la décision avant l'arrivée du télésiège, sinon on repart avec, ou je sais pas, avant d'être garé. Bref, c'est des petits challenges qu'on se met et franchement, tester, c'est hyper efficace. Il y a les trajets aussi. Quand on rentre ensemble du bureau, si tant est qu'on est toutes les 2 au bureau en même temps, c'est 10 minutes où on va échanger les dernières infos ou faire un point sur un sujet rapidement. Et c'est vrai que c'est optimisé, hein, d'ailleurs. C'est pas probablement, c'est certainement, j'en suis convaincue, les réunions courtes comme ça qu'on fait en dehors du bureau, en marchant, en skiant, enfin en étant sur le siège, en conduisant, c'est souvent là où on prend pas les meilleures décisions, mais les décisions les plus rapides et où on est le plus efficace en fait. Enfin, moi j'adore, quoi. C'est vraiment, je suis hyper convaincue par ça. Ce qu'on a laissé tomber en revanche, c'est d'aller courir ensemble. Parce que du coup, on s'est aperçu, enfin moi je me suis aperçue que ça pourrit mon temps, ça pourrit mes performances. Donc il y a un temps pour tout. Donc ça par contre, on l'a éradiqué. On ne court plus en même temps parce que sinon on va parler. On a du mal à faire les 2 en même temps et à bien faire les 2 en même temps. C'est vrai, non, tu as raison de le préciser. Et le deuxième, donc il y a ces meetings courts et pas forcément au bureau.
Et tous les trimestres, on se fait au moins une demi-journée, si ce n'est une journée, de travail stratégique ensemble. On va faire nos OKR, donc Objectif Key Results, nos objectifs, l'atteinte des objectifs, comment on se sent. Donc, on va dire c'est opération alignement, réalignement, poste des objectifs. Bon, des trucs qui se font dans plein d'entreprises, hein. Mais là, je pense que c'est probablement là où on a le cadre le plus formel dans nos réunions. Du coup, c'est une fois tous les 3 mois. Ah, moi, j'en ai une trop bonne pour toi, je l'adore. Et j'ai tellement hâte d'entendre ta réponse. Alors, Laurie, dis-moi, comment nous répartissons les rôles chez My Marketing Experience? Ah, excellente question. J'ai une réponse qui tient en une seule phrase, qui est Sandy fout le bordel pendant que Laurie range. Voilà, ça c'est la répartition des tâches. Ouais, d'accord, c'est un peu honnête. Je vais pas dire le contraire, Je vais, mais je vais creuser quand même. Alors, plus sérieusement, comment ça se passe? Alors, Sandy et moi, on gère toutes les deux des clients. Donc, j'ai vraiment parlé de comment on se répartit les rôles au sein de l'entreprise. Et au sein de l'entreprise, historiquement parlant, comme je suis rentrée en premier dans l'entreprise, on va dire à temps plein, c'est moi qui gère toute la partie administrative, comptable, organisation, process, tout ce qui est vraiment fonctionnement intrinsèque d'entreprise, c'est ma part. et je t'en suis éternellement reconnaissante. Oui, après, je pense que c'est une chance pour notre entreprise que je sois rentrée en premier, sans vouloir me jeter des fleurs. Sandy, elle, gère toute la partie marketing, communication pour My Marketing Experience. Alors, ça ne veut pas dire que Sandy n'a pas son mot à dire dans l'admin, la compta, l'organisation, ou que moi, j'ai aucun mot à dire sur le marketing et la communication, mais nous sommes chacune responsables d'un domaine dans l'entreprise, et ce qui fait que cette répartition nous permet de ne pas faire les choses en double. Et à mon sens, ça sert à rien parce que, enfin voilà, c'est le meilleur moyen parce que sinon il y aurait des doublons, voire même des choses qui seraient mal faites. Alors je dis pas que tout roule tout le temps parfaitement comme sur des rails, comme sur des roulettes. Enfin globalement, ça se passe quand même très bien. Alors pourquoi je dis que tu fous le bordel, Sandy, c'est parce que parfois tu as tendance, et tu le sais, hein, à sortir les idées et puis sortir les idées, quoi. Et puis derrière, il faut les organiser. Donc voilà, donc je suis là pour rattraper tout ça et pour les organiser. Mais je pense que du coup, c'est très, très complémentaire et que c'est sans doute aussi pour ça que ça fonctionne très bien. Bah, écoute, moi j'ai envie de dire on est complémentaires. Je vais aussi préciser que c'est pas parce que tu dis que j'ai beaucoup d'idées. Ce qui est vrai, j'ai tendance à les jeter et à me barrer. Mais t'en as aussi pas mal, hein, quand même des idées. Toi, t'as juste tendance à avoir l'idée et ensuite essayer de voir, ok, comment je vais l'implémenter. Moi, voilà, je suis moins dans ce réflexe-là. Et j'ai adoré quand tu as dit, bien sûr, Sandy a son mot à dire sur les finances, la compta administrative. J'ai remarqué que je dis jamais grand-chose. Parce que, honnêtement, Alors c'est génial, elle est toujours d'accord. bah, c'est-à-dire que comme je me sens profondément incompétente à ce niveau-là, moi, dès qu'il y a une question qui touche à ce sujet, je dis ah ben voyez avec Laurie. Hein, dès qu'il y a vraiment c'est pas que je connais absolument pas les chiffres, hein, quand même, je suis pas non plus déconnectée à ce point-là, mais c'est sûr que tout ce qui est process où toi tu as l'air, je veux dire, tu as l'air sous en fait quand on parle tellement ça t'éclate. Moi, je suis là, oh my god, quoi, servez-moi un verre. D'ailleurs, je me souviens qu'un de tes plus gros drames, Sandy, c'est la seule fois en toutes ces années. Ouais, je m'en souviens. Je sais trop ce que tu vas dire. Je sais trop ce que tu vas dire. Tu veux que je le dise? Tu peux le dire. Tu étais en perdition. Alors, normalement, c'est toujours Laurie qui fait la facturation de fin de mois depuis le début. Lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant et qu'elle allait accoucher, elle devait accoucher, je crois que c'était mi-septembre, un truc comme ça. C'était ça. Et donc, je dis, trop bien, parce que comme ça, il pourra faire la facturation du mois d'août. Elle n'aura pas encore accouché. Et bon, si elle accouche mi-septembre, quand même, elle va arriver à gérer la facturation de mi-septembre. Et ce qui s'est passé, c'est que t'as pas accouché, t'as accouché le 31 août. Oui. Donc, c'était mort. Du coup, j'ai compris que ça allait tomber sur moi très, très vite. Et ça a été l'enfer. C'est-à-dire, tu m'avais laissé des procédures. En plus, tu avais fait super bien le job. Et j'en ai chialé tellement je n'y arrivais pas. Et en vrai, je crois que j'ai attendu ton retour de maternité et que tu as tout. Et par contre, pour tout ce qui concerne le marketing, les offres et tout ça, là, par contre, tu as plus que ton mot à dire. Quand on en discute beaucoup. Donc, du coup, tu bosses plus que moi, en fait. Tout simplement. Ah bah merci de le reconnaître enfin. Écoute, moi j'ai une question pour toi justement en parlant de se charrier et de pouvoir éventuellement être
en désaccord, c'est une question qu'on nous a posée, c'est qui décide quand on n'est pas d'accord? Laquelle de nous 2 décide quand on n'est pas d'accord? Et est-ce qu'on est tout le temps d'accord sur les grandes décisions qui ont un fort impact pour l'entreprise? Alors, bon, elle est pas trop dure cette question. En tout cas, je suis pas du tout mal à l'aise à l'idée d'y répondre. Je vais juste en profiter pour répondre à une autre question, je vais les rassembler, c'est celle: est-ce que vous disputez beaucoup? On parle du boulot, enfin, boulot perso, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'on est souvent en désaccord? Est-ce qu'on se dispute beaucoup? Franchement, non. Ça arrive quand même relativement rarement parce qu'on est très, très alignés sur ce qu'on veut pour une marketing expérience. Et clairement, les seules fois où on était plus alignés et qu'on n'osait pas se le dire, c'est probablement les périodes qui ont été les moins agréables à vivre et les moins confortables. Mais on va parler sur la partie vraiment relationnelle. Donc, hormis quand on était petite, donc ça, je vais un petit peu l'oublier parce qu'on est quand même sœurs avant tout. Donc, oui, on s'est disputés comme des enfants normaux. Maintenant qu'on est adulte, les frictions, c'est quand même rare. Si on considère que quand je te dis des fois un peu agacée ou même sur ton rigolade que tu fais chier ou que toi, tu me le dis, pour moi, ça compte pas du tout, du tout, du tout comme une dispute, quoi. Donc, des petits mouvements d'humeur, ça peut arriver, mais c'est pas une dispute. Non, franchement, s'il y a des choses, c'est des petits accrochages, mais pas franchement pas méchants et puis ça passe, en fait, hein, donc Maintenant, comment on fait quand on n'est pas d'accord? Il faut voir qu'il y a eu très peu de fois, je pense, où on n'a pas été d'accord du tout. Bah, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend pas de décision tout de suite, parce qu'on peut pas imposer à l'autre son point de vue. On va beaucoup en discuter. Généralement, quand même, enfin, c'est jamais arrivé qu'on trouve pas une solution ou un compromis. Alors, pas un compromis qui va décevoir l'autre, mais en fait, quand on n'est pas d'accord, c'est juste qu'on n'a pas forcément vu toutes les possibilités. Et en discutant, en mettant les choses sur la table, on se rend compte que l'autre a des arguments. Enfin, moi, je suis plutôt comme ça avec toi, que tu as des arguments qui sont ultra valables. Et il y a même des fois où j'étais vraiment sur une position, dès que tu as parlé, je me suis ralliée à ce que tu pensais parce que je trouvais vraiment que c'était plus éclairé, éclairant et qu'on avait raison de le faire. Maintenant, la réalité, je pense que c'est que moi, dans ma tête, c'est toi le chef de My Marketing Experience. Et je te l'ai toujours dit. Et d'ailleurs, ça fait mourir de rire les gens quand je le dis. Parce que je dis non, mais moi, le chef, vous savez, c'est Laurie. Oui, on est à 50-50 dans la société. Même pas. D'ailleurs, je crois que j'ai une part de plus que toi. Comme c'est toi qui maîtrises les finances, c'est toi qui maîtrises l'administratif. Et encore une fois, merci parce que vraiment, c'est trop anxiogène pour moi ou chiant, tout simplement. Bah, pour moi, voilà, c'est toi le chef et c'est très confortable de se dire que c'est toi le chef. Maintenant, si j'étais vraiment super en désaccord, et les quelques fois où c'est arrivé, je le dis, je me manifeste et puis on en parle. La grosse crise, genre on n'est pas d'accord et ça bloque tout, ça n'est jamais arrivé. et tant mieux. Mais je pense que si ça devait arriver, on appliquerait la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire on va en parler et puis voilà. Alors moi, j'ai une question, mais j'adore trop. Elles sont bien les questions qu'on a reçues, franchement, c'est classe. Hein. Alors dis-moi, Laurie, comment on fait pour pas parler boulot tout le temps? D'ailleurs, déjà, est-ce qu'on parle boulot tout le temps entre nous? Alors non, on parle pas boulot, on en parle quand même. On parle quand même boulot entre nous. Après, on parle pas tout le temps boulot entre nous parce que, il y a pas que le travail, dans nos vies et qu'il y a plein de sujets, sur lesquels, on va discuter aussi. Après, on n'est pas tout le temps ensemble, hein, c'est pas on n'est pas H24 Mais c'est vrai qu'on ensemble l'a avec pas dit Sandy, ça, hein. mais on n'est pas H24 ensemble. Non, non, on n'est pas du tout H24 ensemble avec Sandy et c'est vrai qu'on parle quand même boulot, mais déjà quand on a aussi des vies à côté, des vies personnelles dont on peut, enfin, on en parle aussi, hein, d'ailleurs, enfin, je sais pas, on a toutes les 2 des enfants, on va parler, On parle beaucoup enfants quand même, hein. Franchement. ah ouais, on parle des Parfois, on parle enfants, plus on enfants que boulot. Hein. aussi. Donc en fait, on peut aussi parler de tout et de rien et si on est en société, hein, c'est-à-dire pas que toutes les 2, on va quand même éviter de parler travail tout le temps. Si on a besoin de faire une aparté parce que voilà, c'est le moment où on se dit: «Bah, attends, je vais pas te voir demain donc est-ce que je peux juste te poser une question?» La question prend 3 minutes et puis après on revient dans la conversation et puis c'est fini et on enchaîne sur d'autres choses parce que, Sandy, toi comme moi, on a aussi, des vies perso, d'autres choses qu'on aime dans la vie que notre entreprise, même si, elle prend quand même, une grande partie de nos vies. Voilà, il y a des vacances à préparer, il y a des sujets qui nous intéressent, des amis qu'on voit chacune de notre côté. Donc toutes nos conversations ne tournent pas autour de My Marketing Experience. Moi, j'ai aussi une question pour toi qu'on nous a posée. C'est quelle a été, notre plus grande victoire ou quelle a été notre plus grande victoire, jusqu'à présent?
ma victoire personnelle, c'est de pas gérer la compta et la partie administrative. T'es C'est quand pas même mal. vachement bien démerdée. Ouais. Ah ouais, non, ouais, mais franchement, je t'admire beaucoup. je m'impressionne moi-même de tant d'ingéniosité. Alors, je dirais honnêtement, moi, j'y pense pas souvent, mais comme on nous le dit souvent, c'est vrai, il faut le conscientiser, il faut le dire, c'est d'être toujours là au bout de 13 ans. Honnêtement, avoir une entreprise qui dure 13 ans, je pense que c'est en soi quelque chose dont on peut être fier. Après, je vais être hyper honnête, c'est pas un truc dont je me lève tous les matins en me disant putain, bravo, trop bien, j'ai une entreprise depuis 13 ans, yes, trop forte la meuf. Non, c'est pas ce que je pense, mais peut-être que je devrais être plus comme ça. Ceci dit, j'écoutais d'ailleurs un excellent podcast aujourd'hui de Clotilde Dussoulier, pour ne citer qu'elle. Et globalement, ça te disait que des fois, tu es tellement habitué à avoir ce que tu as que tu te rends même plus compte de la chance que tu as. Bon, ça porte un nom, je m'en souviens plus trop, du coup, de ce phénomène psychologique, mais c'est hyper vrai. Donc, franchement, je dirais qu'être là depuis 13 ans, malgré les difficultés qu'il y a pu avoir à certaines périodes, parce que ça n'a pas été genre 13 années, tout roule, tout baigne, trop facile, trop fun. Non, il y a vraiment eu des difficultés. Il y a eu des moments où on a pensé arrêter. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Il y a que moi, genre, je suis sentimentale ou t'es d'accord? Non, c'est pareil, c'est être toujours là au bout de 13 ans, c'est en vivre très correctement, c'est pouvoir, réaliser nos projets, à côté et c'est avoir, une entreprise qui nous permet, alors c'est très cliché ce que je vais dire, c'est le 2e moment, de nous accomplir aussi personnellement, dans nos vies, voilà, professionnellement et personnellement. C'est très, très, c'est la séquence émotion. Ça me fait penser à ce que tu dis, à une question qu'on nous posait très souvent les premières années, mais genre jusqu'à ce qu'on ait 6 ou 7 ans, et on l'a pas mise là. Parce que maintenant, on nous la pose plus, apparemment, ça va mieux. Avant, on nous demandait tout le temps, et alors, vous arrivez en vie, vous arrivez à vous payer? Alors, moi, j'ai passé un message très clair. Alors déjà, cette question est pourrie, mais à moins d'être extrêmement proche de la personne, d'avoir un bon niveau de confiance, cette question ne se pose pas. Surtout pas au bout de 5 ou 6 ans. Les premiers mois, les premières années, allez, vas-y, dans les 2 ans, oui. Mais au bout de 5 ou 6 ans, ça ne se pose pas. C'est particulièrement insultant. Parce que, à votre avis, si au bout de 5 ou 6 ans, on ne se paye pas, comment on se sent? Est-ce qu'on a envie de dire au bout de 5 ou 6 ans qu'on ne se paye pas? Alors nous, ce n'était pas du tout notre cas. On s'est payé depuis le début, bon, pour être parfaitement transparent. Mais moi, je me dis, c'est horrible de poser cette question à une personne au bout de 5 ou 6 ans parce que soit elle se paye, elle va se dire franchement, les gars, arrêtez un petit peu, heureusement que je me paye, qui sait qui reste 5 ou 6 ans sans se payer. Soit elle a toujours pas les moyens de se payer. Et franchement, c'est OK. Franchement, si c'est le cas, la personne ne doit pas se sentir hyper confortable et hyper heureuse. Et c'est que lui rappeler et la mettre mal à l'aise. Donc non, on ne pose pas cette question à moins d'être vraiment proche de la personne. Depuis quelques années, on ne nous la pose plus. Donc preuve qu'on doit avoir maintenant des signes extérieurs de réussite plus importants qu'avant. Peut-être que tu penses, peut-être qu'on faisait pitié, en fait. C'est pour ça que les gens ils posaient la question, tu crois? Non, j'espère pas quand même. Non, je pense pas. C'était juste très, très chelou quand même. Et ça me gonflait. Parmi les victoires, voilà, je citerai les 2 victoires. C'est d'être toujours au bout de 13 ans, d'en vivre, mais je ne parle pas que de financièrement, c'est d'en vivre avec un mode de vie qui me convient, qui n'est pas parfait. Attention, moi, je ne vais pas dire, genre, je suis arrivée au bout, c'est exactement ce qui me correspond. Non. Moi, il y a encore des choses que je veux voir évoluer, clairement, mais so far, so good. Dis-moi, Laurie, quels ont été les plus gros challenges depuis le début de My Marketing Experience? Alors pour ma part, c'est passé ces 13 années à tes côtés. Non, je rigole. Oh, c'est trop méchant. Non, Ah, il faut bien, hein, je vais pas faire que du cheesy quand même. Bon, oui, alors il y en a eu des challenges. Genre là, je viens de faire une belle séquence, mais il y en a eu. Hein. Non, il y a eu des challenges. C'est pas 13 ans de facilité, de bonheur intense à tous les moments. Il y a eu des coups durs, il y a eu des moments, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, il y a même eu des moments où on a pensé arrêter, hein, parce que c'est pas si simple, au quotidien, tous les jours, tout le temps, à tout moment de l'année. Mais bizarrement, je crois que c'est pas les plus gros challenges ces moments-là. Non, il y a quand même eu un très gros challenge qui a duré 5 ans. C'est que les 5 premières années de My Marketing Experience, on a toutes les 2 eu 2 enfants. Donc il a fallu gérer 4 grossesses, 4 congés maternité, même s'ils n'ont pas été très longs, hein, c'était pas des congés parentaux. Non, on en a pris quand même. Enfin, on a quand même pris. On a eu des absences. On a eu des absences. Donc il a fallu gérer ça et c'était c'est la période qu'on appelle aujourd'hui le tunnel, c'est-à-dire voir le trou noir. Voir le trou noir, c'est une faille spatio-temporelle qui représente les 5 premières années d'activité et de développement, parce qu'on s'est, malgré tout, on s'est développé
Et on a chaque année fait un peu plus de croissance. Pendant 5 ans, clairement, ça a été challenging, ça a été fatigant. C'était les montagnes russes régulièrement. Je me souviens qu'on a optimisé une varicelle. On a fait un jour une permanence de varicelle pour que nos enfants l'attrapent en même temps, pour pouvoir au moins se dire que ça, c'était casé. Oh, mais c'est pas le pire, la varicelle, tu rigoles. Moi, je me souviens d'un jour où moi, j'étais en congé maternité et je crois que je t'ai appelée parce que j'étais pas super heureuse. Enfin, pas heureuse, mais genre, je sais pas, j'étais fatiguée et je pleurais et toi, tu pleurais parce que c'était dur au bureau parce que j'étais pas là. Enfin, c'était genre la grosse misère, on pleurait toutes les deux. On va pas faire une baisse de la maternité et on va pas faire croire que c'est pas possible d'être une femme et d'avoir des enfants. C'est pas du tout le message, hein, du tout. Mais c'est juste pour partager que voilà, ça c'était vraiment un gros challenge. Non, mais il y a une année quand même, on a fait fort. On a fait la même année, on a fait un enfant chacune. Et des fois, je me dis que c'était presque de l'inconscience. Et bon, en fait, c'est passé crème. En plus, on a fait une année canon cette année-là. On l'a fait. Ça a quand même été un très gros challenge. Et le deuxième très gros challenge, je pense que ça a concerné beaucoup plus d'entreprises. Ça a été la période du Covid. Donc, il y a 3 ans, pas tant du Covid, parce que ça surtout duré, du confinement. Ça a été le premier confinement quand vraiment tout s'est arrêté et on avait fait une année 2019 absolument exceptionnelle et on allait faire une année 2020 qui allait même être encore meilleure, franchement, selon les prévisionnels. Et en fait, tout s'est arrêté. Je me souviens que on a perdu des clients, ça ne signait plus pendant 6 mois, toi et moi, on était à mi-temps en fait. Hein. On bossait comme on pouvait. Les enfants ne retournaient pas à l'école parce que l'école n'était pas. Voilà. On n'a pas fait partie des personnes dont les enfants ont pu retourner à l'école en juin. Donc ça a été mars-septembre. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Parce qu'honnêtement, je pense business, pas. Je pense pas. Mais après en septembre, ça a repris. Hein. Mais malgré tout, on s'est mangé dans les dents à moins 40% de chiffre d'affaires, qui a fait mal. Donc ça a été voilà. Mais on avait quand même une excellente trésorerie grâce à une gestion exemplaire de l'entreprise et des finances. Et en fait, je peux pas dire qu'on l'a pas senti passer parce que bon, moins 40%. Ah non, tu peux pas dire ça. C'est bien présomptueux de dire malhonnête qu'on l'a pas senti passer. Mais à aucun moment, en revanche, et ça je le dis clairement, à aucun moment j'ai eu peur que l'entreprise s'arrête. Donc moi je vais le dire, comme t'avais pas peur, j'avais pas peur. Donc ce sont les 2 plus gros. Je dis pas qu'il y en a pas eu d'autres, mais ce sont les 2 plus gros challenges. On va terminer par les 2 questions qu'on nous pose le plus souvent et qu'on a gardées pour la fin et qui, pour le coup, ne sont absolument pas professionnelles. Roulement de tambour, oui. Ah, c'est vrai que c'est les 2 questions qu'on nous pose le plus ne sont absolument pas professionnelles. Pas professionnelles. Donc, je vais quand même les poser pour que tu puisses y répondre, parce que là, je pense que tout le monde est pendu à nos lèvres. Sandy, est-ce qu'on est jumelles? Oui, nous sommes bien jumelles. Donc oui, je vais répondre à toutes les questions qui viennent derrière. On est ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas dire des vraies jumelles, en général je dis monozygotes parce que je trouve que c'est pas du tout cool pour les autres jumeaux, hein, parce qu'il n'y a pas de vrai et de faux. Donc oui, on est des jumelles monozygotes, on va le dire, on a 10 minutes d'écart, c'est Laurie qui est née en premier. Comme ça j'ai répondu à absolument toutes les questions qu'on nous posait derrière. Très bien. Et deuxième question qu'on nous pose régulièrement, un peu moins au début, mais là on la pose régulièrement depuis quelque temps, c'est pourquoi est-ce qu'on vit à Monaco? La réponse est super facile et terriblement boring, j'ai envie de terriblement muette. Terriblement décevante. Ouais, ça va être hyper décevant. Là, je suis désolée parce que y a rien de particulièrement incroyable. C'est tout simplement qu'on y est né. C'est notre lieu de naissance, c'est notre lieu de résidence, et on n'est pas allé chercher très loin pour créer notre entreprise, puisque c'est également à Monaco qu'elle a été créée. Donc il y a aucun autre mystère autour de ça. On n'est pas venu, on s'est pas expatrié, on fait pas de l'évasion fiscale, rien du tout. On est juste né ici et on a monté notre société ici. Écoute Sandy, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on nous a posées. Toutes les questions les plus fréquentes, en tout cas, je pense qu'on a couvert le sujet. Moi, je serais hyper curieuse de savoir si vous avez appris des choses. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'avait jamais dites, en tout cas pas en podcast, peut-être en privé, mais pas publiquement. Donc, si vous voulez nous partager là où vous êtes surpris, il y a une révélation qui vous a particulièrement étonné, ou tout simplement, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, par LinkedIn, par Instagram, par Pigeon Voyageur, vous choisissez. Et si cet épisode vous a plu, moi, je vous encourage à nous laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Pourquoi pas un petit message, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci Laurie pour cet échange. Moi, j'ai adoré. Je me suis super éclatée sur cet épisode. Il était génial. Moi, j'ai pris franchement, j'ai adoré. Un grand merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de My Marketing Podcast. À très bientôt.